C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, bientôt de nouveaux investissements pour la zone économique spéciale de Glodibé. En visite au Bénin, le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières a promis mobiliser des financements. « 25e anniversaire de décès de Monseigneur Isidore de Souza. L'événement est célébré à la hauteur de ce qu'a été le prélat. Tout a commencé par une messe à la cathédrale Notre-Dame de Cotonou. Et puis, journée nationale d'infectiologie du Bénin. Plusieurs spécialistes venus d'une vingtaine de pays ont rallié les travaux. Objectif, prévenir les maladies infectieuses. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Avant le développement des titres, retenez que la Cour constitutionnelle a validé hier le code électoral modifié le 4 mars 2024. Selon les sages, le code voté est conforme à la Constitution en toutes ses dispositions. C'est à l'issue d'une instruction publique de l'affaire en présence des requérants et de leurs avocats. Les débats ont permis de constater que leurs prétentions n'étaient pas fondées. La liberté des parrainages n'est pas supprimée et le seuil d'éligibilité ne viole aucune disposition. Invité sur la matinale, Franck Kenevo, expert en gouvernance locale, est revenu sur le sujet. Voici un extrait de ses propos. L'ensemble des dispositions qui ont été votées pour réformer le code électoral étaient déjà dans le code, dans la loi de 2019 qui a été validée par la Cour constitutionnelle. Donc, premier élément, c'est qu'il n'y a pas d'innovation majeure par rapport à l'ordre juridique qui était en place. Il y a seulement le seuil de représentativité qui est venu au niveau des circonscriptions électorales, mais ce seuil de représentativité qui est venu au niveau des circonscriptions pour les législatives existait déjà au niveau des circonscriptions électorales pour les communales. Donc si ça existait au niveau des élections communales, c'est normal que ça puisse exister aussi au niveau des circonscriptions pour les élections législatives. Alors que c'est sur ça que beaucoup avaient misé une réponse négative de la Cour. Donc je pense que si vous prenez par exemple le taux de parrain qu'il faut avoir, c'est passé de 10% à 15%. Alors si la Cour a accepté 10%, pour quelle raison elle n'accepterait pas 15%? Parce que ça relève d'une décision du Parlement. Même quand on dit que la Cour a donné des injonctions et le Parlement est allé au-delà, il n'y a aucun problème de droit à ce niveau. C'est si le Parlement n'atteignait pas au minimum ce que la Cour disait qu'il y aurait problème. Mais le fait pour le Parlement de faire ce que la Cour a demandé et d'aller au-delà, c'est des prérogatives propres de l'Assemblée nationale. Donc je pense que globalement, quand on va lire la décision de la Cour, on verra que tout est conforme à la Constitution. Je pense que la période des débats, des supputations est passée parce que la Cour s'est prononcée et je pense que, contrairement à ce qu'on peut croire, le Code électoral n'est pas une loi organique, n'est pas une loi constitutionnelle. Donc c'est une loi ordinaire. Donc il pouvait promulguer cette loi sans demander le contrôle de constitutionnalité. Maintenant que c'est fait et que la décision est sortie, je pense que chaque acteur politique doit identifier les stratégies pour se conformer. Lorsque vous savez que vous êtes en phase avec le peuple, ça veut dire que vous avez beaucoup d'électeurs pour pouvoir mobiliser les 20% au niveau des législatives, les 10% au niveau des communales et le parrainage. Je pense que les démocrates peuvent avoir leurs candidats, BR et UPR aussi. Donc tout ça, je pense fondamentalement que on peut tourner cette page et développer les stratégies et préparer surtout les élections générales.
Le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières était au Bénin. Il a visité la zone économique et spéciale de Glodjibé. Face au déploiement qu'il a observé, il a promis attirer des investissements vers cette zone industrielle. Jules Akweikou et Alessandra Djotan. Nous avons 100 000 m² d'entrepôts qui nous permettent de stocker les matières premières. Des milliers d'hectares en cours d'aménagement, des avantages fiscaux avec à l'appui plusieurs autres facilités accordées. Ces facteurs font de la GDIZ le site par excellence des investissements rentables au Bénin. L'intérêt de la Bourse régionale des valeurs mobilières est suscité, ce qui explique la visite des lieux par le premier responsable de l'institution financière spécialisée de l'UEMOA. Aujourd'hui, j'ai pris le temps de venir visiter cette zone industrielle dont j'ai tant entendu parler. Qui est une traduction de la vision du chef de l'État pour l'industrialisation et le développement économique du Bénin. J'ai été séduit par d'abord le projet dans sa globalité, toutes les dimensions qui sont incorporées dans cette zone industrielle, en termes d'infrastructures, en termes de services, etc. Face aux enjeux, la BRVM entend apporter sa contribution au développement de cette zone industrielle. C'est un instrument incontournable et important dans le développement économique du Bénin. Et nous, en tant que bourse, nous cherchons à soutenir ce type d'instrument par la mobilisation de ressources à long terme, par exemple, pour le financement des infrastructures dont la zone a besoin. Mais en dehors de la zone même et ses besoins d'infrastructures, nous pouvons accompagner également les entreprises qui cherchent à s'installer au Bénin. Parce que nous avons une vocation à aider le secteur privé à investir sur du long terme, à produire, à créer de la richesse dans l'économie nationale. Cet engagement de l'institution vient élargir les options de financement des activités sur le site. Il annonce des perspectives pour la cotation des industries installées à la GDIZ et leur accès au marché boursier. On quitte la zone industrielle pour la production à petite échelle. Le produit ici, c'est la moutarde locale, encore appelée afiti. Elle est très sollicitée dans la cuisson de certains plats béninois. De Boïkon à Abomey-Calavi, nous avons rencontré des femmes qui en font leur activité principale. Dans ce reportage, Stanislas Limpon et Daniel Ada nous emmènent dans l'univers de cet ingrédient culinaire. Un geste est devenu presque quotidien dans cette concession. Ici à Saclo, toute la famille travaille les noix de néré, des graines en transformation pour avoir afiti. Nous étalons les graines cuites ici après les avoir nettoyées, préparées, écrasées, puis triées et lavées à nouveau avant une nouvelle cuisson. 3 jours de production déroulés en plusieurs étapes. Tout se passe sous la supervision de cette dame, détentrice de la technologie qu'elle transmet à ses proches. Si elles s'approprient ma technique de production, elles seront épanouies. Elles savent toutes que c'est grâce à cela que j'ai fait des réalisations. Même ma défunte mère n'avait que ça comme activité. Les graines que nous avons écrasées, leur transformation a démarré depuis 3 jours. À l'heure là, les marchés de proximité sont déjà servis. J'enverrai un autre colis à ma belle-fille demain à Winkri. Elle ne reviendra pas à la maison avant de recevoir de nouveaux colis et faire le tour de 4 à 5 marchés. Elle va rentrer le lendemain du marché de Périkbo. Dans l'arrondissement de Saclo à Boïkon, la majorité des habitants produit afiti, une moutarde locale prisée sur le marché. Nadège, après avoir troqué son manteau d'agent de banque contre celui de l'entrepreneuriat, labellise l'ingrédient dans la commune d'Abomey-Calavi. Le rêve dans un coin de sa tête, avoir un coup de pouce.
Nous installer dans la zone industrielle de Glodjibé, ce serait vraiment un grand coup de pouce pour cette filière-là, la filière de la graine de néré fermentée. Il faut vraiment qu'on s'intéresse à ce produit-là, qui a une très forte valeur ajoutée, qui peut vraiment apporter un plus à l'économie béninoise. Dans cette unité, le processus de production de la moutarde locale reste le même. Mais Nadège y a ajouté sa technologie et aujourd'hui, son Afiti Voyage atterrit de l'autre côté de la Méditerranée. L'Agence belge de développement Enabel, à travers le projet d'appui à la santé sexuelle et reproductive et à l'information sanitaire, renforce les centres de santé. Dans ce cadre, des maternités et centres de santé du Bénin ont été réhabilités et reconstruits pour offrir aux usagers et au personnel des conditions adéquates. Les précisions avec Christelle Tongodo et Daniel Ada. Des maternités répondant aux normes en remplacement de vieilles bâtisses, érigées respectivement au centre de santé de l'arrondissement de Zinvier, de Koussi dans la commune de Tofor et bien d'autres infrastructures réhabilitées dans différentes localités du Bénin, expression de la générosité de Enabel. Outre la maternité du centre de santé de la commune de Zinvier, d'un coût de 330 000 €, soit quasi 217 millions de francs CFA que nous inaugurons ce jour, d'autres infrastructures sanitaires ont été construites au profit du ministère de la Santé d'un coût global de près de 1 400 000 €, soit un peu plus de 917 millions de francs CFA. Ce que nous célébrons ce matin va au-delà des infrastructures que j'en conviens représentent beaucoup parce qu'elles améliorent à la fois le cadre d'accueil et de prestation des services et soins aux populations et le cadre de travail du personnel soignant qui sera plus stimulant et motivant, contribuant ainsi à la mise en place des conditions de travail plus décentes. Les infrastructures que nous inaugurons ce matin sont le symbole d'un partenariat dynamique, constructif et transparent entre Enabel et le ministère de la Santé. À travers ces réalisations, Enabel entend contribuer au renforcement de la qualité des soins obstétricaux et néonatales d'urgence SONU. 5 centres de santé, dont le centre de santé de Zinvier où nous sommes présentement, sont bénéficiaires de ce projet qui s'inscrit parfaitement dans la politique sanitaire du gouvernement béninois. En effet, l'amélioration de l'accès des populations aux services sociaux de base et à la protection sociale constitue l'un des axes majeurs du programme d'action du gouvernement. Nous célébrons non seulement l'achèvement de la construction de ce bâtiment, mais également le début d'une nouvelle ère de soins de santé au bénéfice des populations de l'arrondissement de Zinvier. Je m'engage avec le chef de l'arrondissement de Zinvier à mes côtés pour le bon entretien de ce centre. Vieille de plusieurs décennies, la coopération bénino-belge ne cesse de se renforcer et continue de porter davantage de fruits. Celle que vous allez découvrir dans un instant a un diplôme dans le domaine de la maintenance biomédicale et hospitalière. Néanmoins, elle s'investit dans le secteur de la cuniculture, une double casquette qui lui permet également de s'investir dans l'entrepreneuriat. Ariane Da Silva et Daniel Ada l'ont rencontrée. Bienvenue dans l'univers des lapins. Ici, il en existe de plusieurs couleurs et de tailles différentes. Le propriétaire des lieux, c'est Wendal, un jeune entrepreneur béninois, titulaire d'une licence en maintenance biomédicale et hospitalière. Wendal s'est très tôt découvert une passion pour la cuniculture. Les lapins, moi, c'est une histoire d'amour qui date de fort longtemps. Ça a commencé avec mes parents. Mes parents étaient dans l'élevage de lapins. Arrivé à un moment, ils ont laissé. Donc je voulais un business qui va me permettre de continuer avec mes études et d'avoir aussi le temps pour les affaires. Donc c'est pour ça que je me disais que les lapins n'avaient pas trop me prendre le temps, mais c'était mal connaître les lapins. Mal les connaître, puisque l'élevage des lapins est un exercice délicat. Il faut veiller, les surveiller. Quand on remarque quelque chose qui ne va pas, c'est d'intervenir le plus tôt possible. L'élevage des lapins c'est bon, mais c'est un moteur diesel et turbo. Pour son activité, Wendal peut compter sur l'expérience de cet aîné dans le domaine de la cuniculture. On ne vient pas au lapin et le lendemain ça commence à nourrir. Tu dois acheter les sujets, tu dois avoir les cages,
tu vas commencer par les nourrir. Ils vont faire 1 mois avant de faire misbah. Et ces petits-là, tu vas les entretenir pendant 3 mois ou bien 2 mois et demi pour commencer par les vendre. Des conseils et astuces que Wendal met en pratique pour gérer son entreprise malgré les difficultés. Ce dont tout entrepreneur a besoin, il s'agit de financement. En 2017, j'avais commencé avec 12 sujets. Et aujourd'hui, je me retrouve avec 60 lapines reproductrices et une dizaine de mâles. Ce qui me donne par mois d'avoir près de 300 sujets. Avec un bon financement, on peut avoir les 60 sujets en 1 an. Il y a plus de demandes, mais il n'y a pas assez de production. Pour le jeune entrepreneur, la formation reste un levier important pour entreprendre. Quand j'avais commencé en 2013, j'avais commencé avec 6 sujets, 4 femelles et 2 lapins mâles. Mais au bout de 4 semaines, j'avais perdu tous les sujets parce que je n'avais pas de formation en ce moment. C'est là que j'ai décidé d'aller me faire former. Donc j'ai passé, je dirais, 3 ans comme ça à me former dans l'élevage du lapin. J'adhère pleinement à la politique du gouvernement, du chef d'État, qui en réalité encourage les jeunes à embrasser les filières qui conduisent vers l'entrepreneuriat. Moi, j'ai opté pour ça. Voilà pourquoi aujourd'hui je ne suis pas au chômage. J'aide toute personne à quitter le chômage. J'organise des formations, des conférences pour parler de l'entrepreneuriat avec les jeunes. Et je crois que c'est avec l'entrepreneuriat qu'on pourra développer notre pays. Pour son entreprise, Wendal rêve grand. Quand nous regardons ce qui se passe à l'extérieur, c'est qu'on est un peu en retard. On moderniser et atteindre les 1000 lapines reproductrices. Une ambition qui va contribuer à la croissance de son entreprise et à la création d'emplois. Wendal Ossé, comme vous l'avez constaté, est plutôt un homme et non une femme. Dans le cadre des activités de la Journée internationale des droits de la femme, le mouvement Amazone de l'eau a organisé une séance d'échange entre femmes intervenant dans le secteur de l'eau. Ensemble, elles plaident pour une meilleure implication dans la gestion de l'eau. Le point de la rencontre avec Génial Afouda Moussi Abouka et Simon Villon. Journée internationale des droits de la femme. Les Amazones de l'eau, membres du réseau béninois des femmes professionnelles de l'eau et de l'assainissement, sacrifient à la tradition. Et pour marquer l'événement, elles ont choisi de mener des réflexions sur l'implication de la gente féminine dans la gestion et la préservation de l'eau. L'eau est source de vie. Elle est essentielle à notre survie, à notre bien-être et à notre prospérité. Cependant, dans de nombreuses régions du monde, l'accès à l'eau potable et à des services d'assainissement adéquats demeure un défi majeur, notamment pour les femmes et les filles. Il est donc impératif de placer au cœur des efforts visant à améliorer l'accès à l'eau et aux services d'assainissement pour avoir un rôle crucial à jouer en tant qu'actrice du changement, gestionnaire des ressources en eau et leader au sein de leur communauté. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, c'est le thème choisi pour les festivités de ce 8 mars. Cette édition de 2024, placée sous le thème « Investir en faveur des femmes », est non seulement un appel à une action collective de la part de la société dans son ensemble, mais aussi et surtout un appel au réveil de la gente féminine en vue d'une justice sociale. À travers ce creuset d'échanges, les Amazones de l'eau ont appelé à plus d'actions fortes pour une meilleure valorisation des femmes en général et celles intervenant dans le secteur de l'eau en particulier. Cotonou est depuis ce 13 mars le carrefour d'infectiologie en Afrique. Des spécialistes venus d'une vingtaine de pays réfléchissent à comment prévenir les maladies infectieuses. C'est à la faveur des 2e journées nationales d'infectiologie du Bénin, une initiative de la Société béninoise des pathologies infectieuses et tropicales. Jules Akweikou et Amandine Agnamoussou. Les maladies infectieuses demeurent les premières causes de mortalité et de morbidité en Afrique. Elles impactent négativement le quotidien des populations. Les maladies infectieuses, c'est l'ensemble des maladies causées par des agents pathogènes dont on identifie les bactéries, les virus, les parasites, les champignons. C'est un véritable problème de santé publique et en plus de ça, c'est un problème de développement.
Il revient donc aux scientifiques de s'asseoir afin de réfléchir à comment prévenir ces maladies infectieuses. Il y a beaucoup d'autres spécialités qui interviennent sur les maladies infectieuses touchant leurs organes et il va falloir faire en sorte que les spécialistes, les experts du domaine aient le champ d'action, les conditions nécessaires pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes contre ces infections qui, elles, ne se reposent pas du tout et ne sont pas prêts à nous pardonner. Les deuxièmes journées nationales d'infectiologie du Bénin se veulent donc un espace d'échange et de partage d'expériences. Ainsi, j'invite donc tous les secteurs de la santé, les différents experts, chercheurs et scientifiques de tout secteur à se mobiliser pour l'amélioration de la prise en charge et la prévention des maladies infectieuses de façon inclusive et intégrée dans une approche une seule santé. Cela justifie d'ailleurs les efforts du gouvernement de son Excellence le président Patrice Talon pour la mise en place des conditions favorables au développement de l'infectiologie au Bénin afin d'optimiser votre contribution à l'amélioration de la qualité des soins, des interventions de promotion de la santé et de la riposte aux épidémies dans notre pays. Et ceci dans une approche multidisciplinaire. L'objectif est de lutter efficacement contre les maladies infectieuses et d'améliorer la qualité des soins au Bénin. L'association Les Amis de Monseigneur Isidore de Souza marque d'une pierre blanche le 25e anniversaire du décès du prélat. Elle a déroulé une série d'activités à la hauteur de l'homme qu'il a été. Les manifestations ont commencé par une messe à la cathédrale Notre-Dame de Cotonou. Alain Sochoumen et Ramatou Lawani. C'est un homme qui aimait son pays, il avait l'amour de son pays et l'amour de Dieu. Et je crois qu'il a vraiment donné le meilleur de lui-même pour que cette conférence des forces vives de la nation, comme on se le rappelle, de 1990, puisse être une réussite. Monseigneur Isidore de Souza a été l'un des artisans de la réussite de la conférence nationale de 1990. Pour marquer le 25e anniversaire de son rappel à Dieu, l'association des Amis de Monseigneur Isidore de Souza a demandé une messe pour rendre hommage au prélat émérite. Il est un modèle de cohésion, un modèle de paix, un modèle d'engagement pour la vie sociopolitique, un modèle d'engagement pour le bien de ce pays, pour un modèle d'engagement pour la dignité de la personne humaine, et un modèle qui doit permettre aux gens de savoir qu'il faut laisser leur cœur parler. Il disait, et après un échange avec le président Mathieu Kérékou, « Monsieur le Président, laissez votre cœur parler ». Et Monsieur le Président de la République a laissé son cœur parler. Et donc c'est un monsieur qui est un fédérateur. Et nous avons à le prendre comme un modèle aujourd'hui pour qu'il y ait des efforts de fédération, que nous ayons des hommes fédérateurs dans ce pays, pour le bien de ce pays. Pour la paix et le vivre ensemble dans notre pays, l'héritage de l'homme d'église ne devrait pas être ignoré. Que le peuple béninois se souvienne qu'au début de notre démocratie, qui est à l'église, qu'aucun activiste politique, qu'aucune posture, qu'aucune défense de position politique ou politicienne ne m'amène et n'amène aucun acteur politique à traiter l'Église en particulier et les confessions religieuses en général, ainsi que la société civile dans son ensemble, avec mépris. Je suis persuadé qu'il y a d'autres de Souza, tapis quelque part, qui sont prêts à donner leur vie, à donner leur sang, à donner leur temps, leur disponibilité pour qu'on s'écoute. Mais si seulement nous pouvons chaque jour entendre les dernières paroles de Souza. En résumé, c'est que le sang ne coule pas et que dans la paix, nous résolvions tous nos problèmes existentiels. Si nous pouvons l'écouter, ce sera une bonne chose. Monseigneur Isidore de Souza reste un prélat qui, au-delà de la conférence nationale, a donné de sa personne et de sa personnalité à la République. Plaise le ciel qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans cette foule. Que son âme repose en paix.
Les bibliothèques et les librairies sont des lieux d'accueil du livre en format papier. Plus que les bibliothèques, les librairies vivent des livres. Mais à l'ère du numérique où les livres sont aussi numérisés, les librairies peuvent-elles survivre? Jean Nobimé, Igor Ayosso et Patrick Diossou ont essayé de répondre à la question. Ces étagères, des tablettes de planches superposées horizontales et qui servent à accueillir des livres, ce sont les rayons d'une bibliothèque ou d'une librairie. Ici, nous sommes à la bibliothèque de l'Institut français du Bénin, Est-Centre culturel français de Cotonou. Là, nous sommes dans une librairie, Sa Voix d'Afrique de Cotonou. À la bibliothèque, le visiteur lit des livres, parfois présentés et vantés par le bibliothécaire. À la librairie, le visiteur achète des livres, souvent vendus et vantés par le libraire. Présidente de l'Association des libraires professionnels du Bénin et vice-présidente de l'Association internationale des libraires francophones, cette libraire nous parle de l'avenir du livre papier à l'ère de la digitalisation. Depuis que nous travaillons dans ce secteur, nous recevons toujours des demandes de livres au format papier. Lorsqu'un auteur sort un livre et qu'il dit que le livre est disponible en ligne, il constate qu'il n'y a pas une vente. Mais dès qu'il procède à la présentation, au lancement de livres au format papier, ça déclenche la vente. L'intimité que le lecteur veut avoir avec le livre au format papier existe toujours. Un avenir incertain, selon cet écrivain, bibliothécaire à l'Institut français du Bénin. Vous publiez, vous déposez une trentaine dans les librairies classiques. Vous revenez 1 an, 2 ans après, à peine dans les 30, vous avez vendu 2 ou 3. Parce que les libraires n'ont aucune politique de marketing. Une librairie aussi doit avoir quand même des stratégies de vente. Il doit avoir des séances de dédicaces où l'auteur est régulièrement invité pour présenter son livre à un lectorat donné. Les libraires ne sont pas dans cette posture. Responsable d'une grande librairie stigmatisée comme occidentale, cette libraire s'explique. Si le livre n'est pas présentable, si le livre n'est pas bien imprimé, n'est pas de bonne qualité, déjà qu'on a du mal aujourd'hui à emmener la population à lire, donc ça rendrait la tâche encore plus difficile. Le directeur de la Bibliothèque nationale, éditeur à l'origine, apporte aussi son point de vue. Le livre se porte bien. Le canal par lequel nous analysons la santé du livre, c'est les points d'accès à la lecture, les bibliothèques et les centres de lecture publics. Et donc, quand nous consultons le niveau de fréquentation, le niveau d'intérêt que nous avons, notamment dans les territoires, l'intérêt des populations pour l'information documentaire en général et pour le livre en particulier, cet intérêt est sans cesse croissant. En fait, le numérique est un allié du livre. Le numérique est un outil qui, bien exploité, peut renforcer l'intérêt des lecteurs, les plus jeunes notamment, pour le livre. Et donc, moi, je ne vois pas le numérique ou le processus de digitalisation qui se généralise aujourd'hui au Bénin comme étant une menace pour le livre. Au contraire, il faut savoir l'utiliser pour diffuser davantage avec les réseaux sociaux notamment et les différents outils, les applications et les plateformes qui peuvent se développer pour la vente. L'ère du numérique semble donc être une opportunité qui se livre pour le livre papier. Et voilà qui met un thème à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.